Bon, si tu remets tout en question à chaque étape de ton projet, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas fou. Salut, c'est Mélissa d'Esquisse. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on parle d'architecture d'intérieur, de choix sensibles, de décisions difficiles et de ce moment précis où tout le monde doute. Aujourd'hui, je te parle de la peur de faire les mauvais choix, celle qui paralyse, celle qui t'empêche d'avancer même quand tu veux que tout soit parfait. Pourquoi cette peur revient chez tous mes clients, à quel moment elle surgit et surtout comment on l'accable ensemble concrètement. Si tu veux un projet qui avance avec confiance, pense à répondre au questionnaire en description de cet épisode pour recevoir des conseils gratuits et personnalisés pour ton projet. Pourquoi la peur de faire les mauvais choix est si fréquente? Chez les clients, C'est ça, oui. chez des personnes qui vont vouloir faire des travaux dans leur appartement ou dans leur maison. Pourquoi est-ce que la peur de faire les mauvais choix est si fréquente? Alors, je dirais tout simplement d'abord parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. Parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent. Parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps. C'est pour ces trois aspects-là, principalement, je dirais, que la peur de faire les mauvais choix est si présente chez nous. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce genre de projet, souvent, c'est les projets d'une vie. Alors, pas d'une vie parce qu'on vivra toute notre vie dans cet appartement qu'on achète ou dans cette maison qu'on achète. C'est pas forcément le cas, ça peut l'être, je dirais, voilà, c'est 50-50. Mais parce que ce sont les décisions les plus importantes qu'on a à prendre dans notre vie. En tout cas, c'est comme ça que souvent les gens les conçoivent. C'est un énorme investissement financier, souvent, parce qu'il y a à la fois l'achat, qui est très très cher, et puis il y a aussi les travaux derrière, qui sont très chers. Parfois même, le montant des travaux peut dépasser le prix de l'achat. Enfin, ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, en fait, on a vraiment peur de faire les mauvais choix. On a peur de perdre énormément d'argent et ou alors de devoir tout recommencer ensuite. C'est-à-dire que si on se trompe, on prend le risque de se sentir mal dans cet appartement, dans cette maison, et de finalement ressentir le besoin de changer, de déménager et de recommencer tout à zéro en ayant perdu à la fois de l'argent et puis du temps aussi, parce que le temps, c'est un aspect très important pour beaucoup de personnes. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, avant d'arriver dans l'âge adulte, il y a des personnes qui se disent, ou même après, hein, il y a des personnes qui se disent, oui, à tel âge, je devrais avoir acheté une maison ou un appartement. À tel âge, c'est comme quand ils se disent, à tel âge, je devrais avoir eu un enfant, je devrais m'être mariée, etc. En fait, c'est vraiment des étapes dans la vie d'une personne. L'achat et aussi la rénovation, c'est une étape clé dans la vie de quelqu'un où il va vraiment sentir que c'est le moment où il se pose. Quand on est en location, avant ça, on a l'impression d'être un petit peu plus, plus libre dans le sens où on peut bouger, alors pas forcément d'un jour à l'autre, mais d'un mois à l'autre, on peut, déménager sans forcément que ça ait d'impact énorme sur notre portefeuille parce que on va continuer à payer un loyer. En fait, on n'a pas vraiment d'engagement dans tout ça. C'est pas un investissement comme l'achat d'une maison ou d'un appartement, et la rénovation, ça peut l'être. C'est vraiment un investissement financier, non pas que c'est de l'argent qu'on va récupérer par la suite, pas forcément, hein, c'est un investissement dans le sens où, en fait, on va bloquer tout cet argent. Même si on fait un crédit, effectivement, pendant plusieurs années, l'appartement ou la maison ne nous appartiennent pas pleinement, mais c'est quand même un engagement qu'on prend auprès de la banque sur des années, en fait. Et si le lendemain, on veut déménager, mais qu'on n'arrive pas à revendre notre appartement ou notre maison, en fait, ça peut nous bloquer pour chacun des projets qu'il y aura pour la suite. Donc, les gens ont vraiment peur d'y aller. Ils ont d'abord peur d'acheter. Ils ont peur
de tomber sur un mauvais professionnel, un mauvais architecte, un mauvais artisan, un mauvais, voilà, même un mauvais banquier quand on va contracter son crédit. Enfin, en fait, voilà, tous les actes qu'il y aura à faire dans cette dans cet acte global, en fait, dans cet achat et cette rénovation, on va avoir peur de se tromper. Voilà, tout ça, c'est parce que on associe vraiment ça à notre vie entière. C'est un projet d'une vie, c'est une étape importante dans notre vie. Alors, on a peur de se tromper. D'accord. Mais dans les projets, du coup, de tes clients, à quel moment elle surgit, cette peur de faire les mauvais choix? Cette peur, elle surgit surtout au début. Alors, parfois, elle peut encore s'étaler beaucoup et parfois, alors ça arrive que, en fait, en fin de compte, elles ne disparaissent jamais vraiment, qu'elles soient toujours un peu latentes en arrière-plan, mais elle survient surtout au début. Au début, pourquoi? C'est parce que ils font un choix, déjà, rien qu'en choisissant, en me choisissant comme leur architecte, comme la personne qui va concevoir leurs espaces. Ça, c'est déjà un choix. Et ça peut influer sur pas mal d'aspects de leur projet par la suite. C'est-à-dire que je ne vais pas concevoir le même projet que tel autre architecte qui aurait pu concevoir leur projet. C'est certain que voilà, on ne fait pas du copier-coller entre nous. On ne peut pas savoir comment l'autre pourrait concevoir. Voilà, ça c'est ce que je vais leur rendre, leur plan, disons, s'ils ont pris la Formule 1, où je travaille, je me focalise uniquement sur leur plan. Ça vient de moi. Même si moi j'ai des inspirations qui peuvent être similaires à certains autres architectes, je vais leur produire un plan qui sera unique et qui viendra de moi, qui sera ma propriété intellectuelle. Tu vois ? C'est moi qui l'aurai conçu et c'est pour ça qu'il sera forcément différent du plan que quelqu'un d'autre aurait pu leur concevoir. Donc, en faisant ce choix-là, ils font déjà un choix pour pas mal d'aspects de leur projet. Donc, je comprends totalement que ce soit difficile pour eux et qu'ils aient peur de se tromper. Et en réalité, ça fait du bien quand ils l'ont admis. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis pas là pour uniquement leur dire « Ah oui, vous inquiétez pas, ça va bien aller », parce que ça veut rien dire et ça rassure pas forcément, en réalité. Je suis là pour leur montrer concrètement que, ok, tu viens avec moi, mais les choix là sont pas fermés. Ils sont encore très très larges. T'inquiète pas, on va avancer pas à pas et on va faire en sorte que tu sois le plus possible maître des choix qui vont être faits par la suite. Ça, c'est important, je pense, d'admettre cet aspect-là. Parce que j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir... qu'on va penser à dire dès le départ. C'est pas forcément une question qu'on va penser à poser dès le départ au début du projet. Mais si c'est vraiment une peur qui te bloque et qui te travaille tous les soirs, toutes les nuits, parle-en. Parle-en parce que en réalité, c'est une peur qui est partagée par énormément de personnes qui vont rénover leur logement. Et donc, c'est des peurs qu'on a l'habitude, nous, en tout cas moi, j'ai l'habitude d'en parler avec mes clients et d'essayer d'apporter même si c'est des mini-solutions, des petites choses qui aident à faire en sorte de la réduire, tu vois. Je suis pas psychologue, hein, mais beaucoup de mes clients arrivent avec cette peur et donc aujourd'hui, j'apprends encore aujourd'hui à travailler là-dessus avec eux et à faire en sorte de faciliter le projet et notamment les interactions en lien avec cette peur-là. Donc voilà, ne pas hésiter à en parler, je pense que c'est le plus important. D'accord, j'aimerais qu'on approfondisse cette question justement de comment tu arrives à désamorcer cette peur de faire des mauvais choix chez ton client. Tu avais commencé à en parler, est-ce que tu peux expliciter davantage? Ouais.
Oui, donc ce que j'ai dit déjà sur cette peur, c'est qu'il va falloir l'admettre. Il faut vraiment prendre conscience que, voilà, cette peur, on l'a. On a peur de se tromper, on a peur de faire les mauvais choix, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre du temps. Et il faut savoir surtout que c'est pour ça que c'est en partie ça qui a fait en sorte que tu as pris la décision de... Enfin, pardon, je recommence. C'est ça qui a fait en sorte que tu fasses appel à un architecte. Enfin, c'est ça qui a conduit ta décision, qui t'a mené à prendre cette décision. C'est cette peur-là qui t'a guidé. Donc, en fait, elle n'est pas forcément mauvaise, entre guillemets. Il faut juste que tu l'apprennes, que tu fasses avec et que tu continues d'avancer dans la bonne direction avec cette peur. Il ne faut pas forcément se dire que voilà, si elle n'existait pas, on serait dans un monde vraiment meilleur, etc. Non, au contraire. C'est une peur qui peut te pousser à prendre de bonnes décisions pour ton projet. Enfin, c'est un peu contre-intuitif, mais cette peur de se tromper va te pousser à faire les bons choix. Donc, tu la gardes, tu n'essaies pas de la camoufler au fond, tu en parles avec la personne avec qui tu achètes notamment et avec ton architecte parce qu'il est là pour ça. Hein. Et puis, tout simplement, si les personnes qui t'entourent ont conscience de ça, eh ben, on va la prendre en compte, cette peur, on va te prendre en compte et faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre le temps, de faire en sorte que tu prennes des décisions en pleine conscience. Je vais faire en sorte de te montrer les bons côtés de chaque proposition, par exemple de plan que je vais te faire, mais aussi les inconvénients. Ça, c'est encore une chose importante. Quand je présente à mes clients 2 ou 3 versions de plan, je leur décris à la fois les avantages, les choses qui sont en adéquation avec leur mode de vie, mais je leur décris aussi les inconvénients. C'est-à-dire que là, ok, j'ai fait un plan, il a l'air super sur le papier, mais n'oublie pas que moi, tu m'as parlé dans le questionnaire de ce mode de vie-là, de cet aspect-là de tes modes de vie, et pour le coup, j'avoue que là, c'est pas tout à fait respecté parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, tu m'as dit que ta fille aimait bien jouer dans sa chambre le matin. Bah pour le coup, dans cette pièce, la lumière ne sera pas optimale parce que en fait, la chambre elle est dirigée vers l'ouest et du coup, le matin, il n'y a pas trop de lumière, elle sera un petit peu dans l'obscurité. Donc, pour le coup, dans cette solution, dans cette version de plan, je suis désolée, mais ça correspond pas à cet aspect de ton mode de vie, de tes modes de vie. Et donc, c'est pour ça, souvent, que j'ai fait la version suivante qui, ok, prend en compte cet aspect, mais par contre, ça engendre un inconvénient sur un autre aspect de tes modes de vie. Voilà, comme je le dis souvent, il faut faire des concessions dans un projet. On ne peut pas tout avoir. Moi, je suis pas là avant que tu achètes ton appartement ou ta maison pour te dire, ok, ça c'est mieux parce qu'il y a tel ou tel aspect. Et encore, c'est pas forcément non plus mon métier, ça. Je ne fais pas de visite avant achat. Et je ne peux pas en réalité concevoir un projet avant d'y passer des heures sur le plan et d'être sûr en fait qu'on travaille sur ce plan. Je ne vais pas... Enfin, ça pourrait, hein, on pourrait développer ce concept-là, mais je pense que ça serait vraiment beaucoup de temps pour le coup d'être avec les clients et de choisir en amont et de déterminer en amont quel plan va être fait dans quel appartement et donc quel appartement doit être acheté, etc. Enfin bon, bref, c'est vraiment des projets de grosse ampleur là où on doit prendre en compte énormément d'aspects. Mais bref, de toute façon, l'idée c'est vraiment que je montre les avantages et les inconvénients de chaque option. Et donc, quand je fais ça, ça met en confiance le client et ça réduit cette peur-là dans le sens où en fait, il va avoir conscience de chacun des aspects de chaque projet. Voilà, on va pas connaître que le bon. Moi, je suis pas là pour vendre un plan en fait. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de concevoir le bon plan pour les personnes. Donc, je suis là, je te dis,
ça c'est bien parce que, ça c'est mauvais parce que. Maintenant, tu dois faire un choix. Effectivement, il faut faire un choix. Ça, on ne pourra pas l'éviter. Et je ne peux pas choisir pour toi. Quoique, ça arrive. Hein, il y a des clients. Alors, pas souvent sur ces aspects sur le plan. Souvent, au niveau des plans, c'est vraiment les clients qui font des choix. Mais parfois dans l'aménagement. Dans les ambiances qu'on crée dans certaines pièces. Les clients, ça arrive qu'ils me demandent de faire des choix pour eux. Là, récemment, j'ai une cliente qui m'a dit que voilà, elle ne savait pas décider quel style, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot style, mais elle n'avait pas forcément d'inspiration à m'envoyer ou quoi que ce soit parce que elle ne savait pas ce qu'elle voulait dans cet appartement. En l'occurrence, c'était un projet assez particulier, enfin particulier, c'est fréquent, mais c'est un appartement qu'elle va mettre à la location. Donc en fait, elle ne voulait pas forcément mettre son style à elle, ce qu'elle aime, elle, dans cet appartement, parce qu'il était dédié à une clientèle, à des personnes qui seraient des voyageurs et qui chercheraient un appartement de manière temporaire. Donc en fait, elle m'a dit, voilà, je veux que les personnes qui arrivent dans cet appartement-là se sentent comme dans un hôtel, que ça fasse un petit peu appart-hôtel, parce qu'il faut quand même qu'il y ait ces côtés chaleureux et convivial. Mais donc voilà, elle a su me donner uniquement des adjectifs dans la manière dont les gens se sentiraient dans les espaces, mais elle ne savait pas me dire si voilà, elle préférait des couleurs neutres avec des textures du bois, etc., ou alors uniquement des couleurs vives, quelque chose d'harmonieux, mais plutôt avec un côté beaucoup plus peps. Enfin, voilà, elle ne savait pas me dire ça, elle a préféré me donner des adjectifs qui qualifieraient la manière dont les gens se sentiraient dans son appartement. Et donc là, en l'occurrence, elle me disait de choisir totalement, elle me disait que j'avais carte blanche sur les choix au niveau des matériaux, des textures, du mobilier. Donc c'est chouette hein, quand on a des projets comme ça. c'est très intéressant, ça stimule notre créativité, en tout cas la mienne. Mais voilà, souvent on est obligé de faire des choix dans des projets, et donc ça on peut pas sauter cette partie malheureusement. Alors depuis, on a compris que tes clients te font parfois des retours. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué à ce sujet, justement, sous ces craintes de faire les mauvais choix? Ces craintes de faire les mauvais choix, oui. Il y a un retour qui m'a particulièrement marqué. Alors, c'est une cliente qui a décidé de travailler avec moi via le bouche à oreille. C'est une cliente à moi qui a parlé de mes services à son amie qui est venue vers moi. C'est une femme qui était complètement perdue dans son projet, elle ne savait pas par où commencer, elle devait vraiment commencer de zéro et tout faire sur son projet. Quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit qu'en fait, elle avait commencé à travailler, à faire des recherches sur le plan, sur l'aménagement intérieur, et puis au final, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait vraiment passer des nuits blanches là-dessus, alors que pour le coup, elle n'avait vraiment pas le temps, qu'elle travaille énormément, qu'elle n'a pas le temps de dédier assez de son temps à elle sur ce projet. Parce qu'elle est très perfectionniste et qu'elle a besoin de passer un temps fou à rechercher des choses sur Internet, etc. Donc, elle avait besoin de moi. Je lui ai dit, OK, on a démarré. Pendant l'appel qu'on a eu, le premier appel, où en fait elle n'avait pas encore décidé de travailler avec moi, je lui ai demandé à plusieurs reprises, voilà, quel est le budget que tu veux mettre dans cette rénovation? Quelle est tes capacités financières? Quelles sont tes capacités financières pour ce projet? Non pas au niveau de moi, ma prestation, parce que effectivement, je lui avais pas encore forcément dit le prix, mais c'était pas là-dessus et que j'avais besoin d'une réponse, c'était vraiment sur son budget, pour comprendre si en fait ses attentes étaient en corrélation avec ses capacités financières. C'est important pour moi de dire ça dès le début au client, avant même de commencer la prestation, d'avoir un aperçu. Alors ce ne sera pas forcément très précis, mais
de savoir un peu quels sont leurs moyens financiers en fait. Et je sentais qu'elle avait des réticences à me donner des réponses sur cet aspect-là en fait de son projet. Et à vrai dire, ça arrive souvent parce que en fait, le budget général du client, il comprend souvent à la fois les travaux, mais aussi les prestations de l'architecte. Et donc, ils ne veulent pas donner leur budget global pour ne pas qu'on se dise que, OK, pour la prestation de l'architecte, il y aura un gros montant. En fait, pour ne pas que moi, je me dise, OK, elle a les capacités, elle peut me payer tant d'argent, etc. Mais c'était pas du tout mon intention pour le coup. C'est pour voir si ses intentions, si ce qu'elle voulait était en accord avec le budget qu'elle pouvait mettre dedans au niveau des travaux. Et donc, voilà, c'est un peu une problématique dans ce métier-là. C'est vraiment que les clients, ils doivent mettre leur budget dans deux choses, dans la prestation de l'architecte et les travaux. Et donc, ils ont souvent une réticence à ce niveau-là à donner leur budget. Mais nous, on ne peut pas travailler son budget. On ne peut pas prescrire des éléments qui ne seront pas dans le budget du client. Et l'idée, c'est quand même d'approcher le plus possible de ce à quoi il s'attend comme prestation, quel niveau de prestation il attend. Et donc, je ne vais pas prescrire les meubles, disons, les moins chers pour être sûr de ne pas exploser le budget du client. Non, faut que tout ça soit en corrélation. Il faut que l'argent soit au service de la qualité des éléments qui seront prescrits derrière. Donc voilà, j'en avais besoin. Elle n'a pas voulu me donner son budget avant de dire oui à ma prestation, de savoir mon prix et d'accepter de commencer à travailler avec moi. Mais de toute façon. Et puis donc, quand on a commencé à travailler avec moi, elle m'a dit « Ok, j'ai un budget de temps pour l'aménagement de mon appartement. » Je me suis dit « Ok, c'est pas énorme, mais on y va. » J'ai commencé à travailler sur son projet et je lui ai rendu des éléments. Donc, on a commencé en priorité à travailler sur le plan, puis la fois d'après, on devait travailler sur tout ce qui est les volumes, la maquette 3D, et puis ensuite sur les fournitures, et notamment, moi j'ai l'habitude de faire une shopping list où vraiment les clients ont tout en main, ils ont une liste, ils cliquent sur tel lien, hop, ça les envoie sur le site internet de telle marque et ils peuvent directement commander leurs éléments. Et donc, quand on allait arriver à cette étape-là de la shopping list, en fait, c'est là qu'elle a commencé à lâcher du lest. C'était notre premier ou notre second rendu. Et c'est là qu'elle m'a dit ah oui, en fait, du coup, mon budget, j'ai revu un peu et finalement, il est un peu plus élevé que ce que je t'avais dit. Mais je me suis dit, bon, ok, je sais que depuis le début, il est un peu plus élevé et je m'en doutais. En réalité, je me doutais que cette cliente avait un budget. Alors, c'était pas non plus double de ce qu'elle m'avait donné, mais disons, c'était 20% de plus. Et je me doutais clairement qu'elle avait fait exprès de me donner un budget plus bas que celui qu'elle avait réellement. Et ça montre vraiment et ça fait ressortir la peur de se tromper dont on parle depuis tout à l'heure. Elle avait peur que je lui propose un projet qui soit au-delà de ses capacités. Donc, elle m'a donné un budget moindre. Comme ça, elle était sûre que même si ça dépasse un peu, en fin de compte, ça reste dans son véritable budget. Tu vois ? Oui. Et donc, il y a des choses comme ça que certains clients ont l'impression, ils ont vraiment l'impression d'avoir besoin de faire, alors que c'est quand elle a compris qu'au final, non, j'ai respecté son budget, j'ai pas dépassé tel montant parce qu'elle m'a donné tel montant en fait. Et c'est là qu'elle s'est dit que ok, elle pouvait me faire confiance et donc me donner le véritable budget pour aller au max de ce qu'elle pouvait. Parce que son idée à elle, c'était ok de ne pas dépasser son budget, mais de quand même avoir une prestation au niveau de ses attentes et de son budget. Et donc, c'est à partir du moment où elle a vraiment... En fait, elle m'a testé. C'est à partir du moment où elle a compris que je devais
enfin que j'arrivais à respecter son budget, même s'il était plus bas que son budget réel, c'est là qu'elle s'est dit, ok, je peux lui faire confiance, je peux lui donner mon vrai budget et elle va pas le dépasser. Donc voilà. La peur de se tromper, c'est humain. Mais dans un projet, elle peut te coûter à la fois de l'argent, de l'énergie et aussi du temps. Mon rôle, c'est pas juste de dessiner un joli plan, c'est vraiment de t'accompagner dans la clarté et dans les décisions pas à pas. C'était Mélissa d'Esquisse. Si cet épisode t'a aidé à voir les choses autrement, pense à liker, commenter et à me dire ce que toi, tu ressens à ce moment-là du projet. Et n'oublie pas, en description, tu trouveras un lien vers un questionnaire gratuit pour faire le point sur ton projet et recevoir des conseils personnalisés. À très vite!